Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter un Darknet Mesh. Alors voilà deux mots que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser ensemble. Généralement, on parle soit de Darknet, soit de réseau mesh, mais l'un ne va pas forcément avec l'autre. En effet, un réseau mesh peut très bien ne pas être un Darknet et un Darknet peut très bien ne pas être un réseau mesh. Alors, commençons déjà par parler de ce que c'est qu'un Darknet. Un Darknet, généralement, c'est un réseau qui vous permet de garder un certain anonymat sur un réseau et qui, généralement, chiffre toutes les communications entre les nœuds du réseau. Mais un Darknet n'est pas nécessairement un réseau distribué, ça peut être aussi un réseau centralisé. Le réseau mesh, lui, est un réseau de type distribué, c'est-à-dire que tous les nœuds du réseau sont totalement indépendants. Mais un réseau mesh n'inclut pas nécessairement du chiffrement de communication ou de l'anonymat. L'intérêt du réseau mesh, c'est qu'il peut être totalement indépendant du réseau Internet. Les réseaux mesh sont généralement utilisés dans des endroits où il n'y a plus d'infrastructures permettant de faire des réseaux Internet, comme par exemple des endroits où il y a des conflits, des guerres, ou des endroits où il y a peu d'infrastructures disponibles, dans des endroits très reculés, et où il n'est pas possible d'utiliser des infrastructures déjà présentes pour pouvoir créer un réseau de type Internet. Mais un réseau mesh n'est pas nécessairement un réseau chiffré, mais par contre c'est un réseau toujours distribué, car chaque nœud du réseau doit vraiment être indépendant des autres, et quoi qu'il arrive sur le réseau, si un nœud disparaît, cela ne met pas en danger le reste du réseau. Donc si vous combinez Darknet et réseau mesh, vous obtenez un Darknet Mesh, c'est-à-dire un réseau qui est non seulement totalement indépendant d'Internet, capable de résister à un quelconque espionnage sur le réseau avec du chiffrement entre chaque nœud, et capable également de protéger, si possible, votre anonymat ou du moins ce que vous faites sur le réseau. Nous allons donc parler ici d'un réseau qui est plutôt résilient, capable de résister à l'effondrement de l'Internet. Et pour cela, nous allons prendre un exemple qui est plutôt courant. Prenons par exemple Paul et Jacques qui habitent dans un immeuble, chacun à leur étage, à quelques mètres l'un de l'autre. Paul veut envoyer un fichier à Jacques par email. La première chose qu'il va faire, c'est envoyer son fichier dans un cloud. Un cloud qui se trouve à des milliers de kilomètres, car la majorité des clouds aujourd'hui se trouvent sur le continent américain. Ici, on va prendre comme exemple SFR comme fournisseur d'accès à Internet et OneDrive comme cloud. Ensuite, Paul va utiliser son compte Gmail pour envoyer cet email à Jacques. Donc il va mettre le lien du fichier qui se trouve dans le cloud dans son email de Gmail et va donc l'envoyer à Jacques. Donc déjà, on peut voir que Paul a un peu tout faux, puisqu'il utilise déjà des services qui, on le sait, ne sont pas très respectueux de la vie privée. Et puis Jacques, eh bien lui, il utilise Yahoo Mail. Et il a comme fournisseur d'accès à Internet Orange. Et donc Jacques va recevoir son email avec dedans le lien sur lequel il va cliquer pour pouvoir télécharger le fichier qui se trouve sur OneDrive. Donc je ne sais pas si vous voyez l'absurdité de la situation, mais Paul est à quelques mètres de Jacques et pourtant il va envoyer un fichier et un email à des milliers de kilomètres. Et ce fichier et cet email vont passer par pas moins de 5 prestataires différents pour pouvoir arriver jusqu'à Jacques. C'est-à-dire autant de personnes capables d'espionner la communication entre Paul et Jacques, capables également de conserver ces informations de façon indéfinie. Et puis ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'ici, plus il y a d'intermédiaires, plus le réseau est fragile. C'est-à-dire que si simplement ici le fournisseur d'accès à Internet SFR tombe en panne, eh bien même si Orange lui continue de fonctionner, Jacques n'arrivera pas à recevoir l'email de Paul parce que Paul sera dans la capacité d'envoyer un quelconque message. Et de même, si soudainement le cloud OneDrive se met à tomber en panne, eh bien Jacques n'arrivera pas à télécharger le fichier qui se trouve sur OneDrive. Mais cerise sur le gâteau, Jacques va en plus télécharger le fichier qui se trouve sur OneDrive et le mettre sur son propre cloud parce qu'il a peur que Paul efface ce fichier par la suite et comme Jacques veut le conserver, eh bien lui il va le mettre sur son cloud préféré qui est Dropbox. Et son fichier va encore parcourir des milliers de kilomètres pour aller se retrouver ailleurs. Dans ces conditions, on peut voir que le réseau ne peut pas être résilient et en plus de cela, on voit bien que ici il y a beaucoup trop d'intermédiaires pour que vos données puissent être d'une quelconque façon protégées. Donc maintenant, que pourraient faire Paul et Jacques pour qu'ils puissent continuer de communiquer, de s'envoyer des emails, de s'envoyer des fichiers, même si Internet ne fonctionne plus? Imaginez qu'avec un simple switch,
toutes les personnes qui habitent dans l'immeuble de Jacques et Paul puissent communiquer comme s'il y avait toujours de l'Internet. C'est-à-dire qu'ils puissent continuer de s'envoyer des emails, s'envoyer des fichiers, consulter des blogs, aller sur des forums, et tout ça sans Internet, uniquement avec un simple switch, même pas de routeur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un switch, vous en trouvez très facilement dans le commerce aujourd'hui. Ce sont des petits boîtiers qui ressemblent en fait à des multiprises avec des prises Ethernet dessus et qui permettent de relier plusieurs ordinateurs sur un réseau local. La différence du switch par rapport au routeur, c'est que le switch, lui, n'a absolument aucun DHCP permettant de distribuer des adresses IP. Il ne permet simplement que de router les demandes d'une adresse IP vers une autre, et c'est tout. Et tout ça automatiquement, il n'y a pas de configuration à faire sur un switch. Donc c'est extrêmement simple à mettre en place. Vous mettez un switch, vous branchez les ordinateurs, et les ordinateurs se mettent à communiquer entre eux. La difficulté, c'est qu'avec un switch, vous devez vous-même paramétrer les adresses IP de toutes les machines qui se trouvent branchées sur le switch. Donc, c'est une simple multiprise Ethernet. Maintenant, le switch, ce n'est que le matériel, et ce n'est pas suffisant. Quels logiciels ils peuvent utiliser et installer facilement pour pouvoir communiquer entre eux comme s'il y avait de l'Internet, mais sans Internet? Eh bien, en utilisant un réseau qui s'appelle Freenet. Et Freenet, je vous en ai déjà parlé. Seulement, ce qu'on vous explique rarement, c'est que Freenet n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner. Et donc, avec Freenet, vous pouvez sans problème créer un réseau mesh. Car Freenet est déjà à la base un réseau mesh. C'est un réseau mesh qui fonctionne sur le réseau Internet, mais qui peut très bien fonctionner sans Internet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Freenet, je vous conseille d'aller regarder les vidéos qui sont sur ma playlist dédiée à Freenet pour comprendre comment Freenet fonctionne, comment il s'installe et comment le paramétrer correctement. Ce que je vous propose maintenant, c'est une démonstration avec deux machines sur lesquelles j'ai installé Freenet et qui sont toutes les deux branchées à un simple switch sans connexion à Internet. Et nous allons reproduire le scénario de Paul et Jacques qui veulent s'envoyer un fichier. Bien, nous allons donc reproduire l'exemple de Paul qui veut envoyer un fichier à Jacques. Donc ici, nous sommes sur l'ordinateur de Paul et nous sommes donc sur deux machines qui sont sous Linux Fedora et qui sont connectées à un simple switch sans aucune connexion à Internet. Bien sûr, si vous n'avez pas Linux et que vous préférez utiliser Windows, ça fonctionnera également sous Windows sans aucun problème. Et vous pouvez voir déjà en bas que j'ai une connexion sur 15, c'est-à-dire que je suis déjà connecté à Jacques, alors que je n'ai pas d'Internet. Donc vous voyez qu'avec un simple switch, j'arrive à me connecter à une autre personne, et donc je peux me servir de tous les services qui sont intégrés à Freenet pour communiquer avec cette personne. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, Freenet a deux modes, un mode OpenNet et un mode DarkNet. Vous pouvez très bien vous mettre en mode DarkNet si vous êtes au moins 5 à 10 personnes connectées ensemble. Là, ce n'est pas mon cas, donc vous allez voir que ma configuration de niveau de sécurité n'est pas en mode DarkNet, mais uniquement en mode normal. Mais à partir du moment où vous êtes suffisamment nombreux, vous pouvez très bien basculer en mode DarkNet. Ceci étant dit, cela change assez peu de choses, étant donné qu'il n'y a pas de connexion à Internet, donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous connecter à des inconnus. Vous ne pouvez vous connecter qu'à ceux qui sont branchés sur votre réseau local. Donc en quelque sorte, vous êtes déjà dans un mode DarkNet. Mais bien sûr, si c'est possible, et si vous êtes assez nombreux, eh bien vous pouvez basculer en mode DarkNet. Alors maintenant, voyons également les plugins, ou greffons en français. Si vous voulez utiliser Freemail, qui est donc l'équivalent des systèmes d'email sur Freenet, eh bien, vous pouvez installer d'abord le plugin Web of Trust. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que Web of Trust et comment ça fonctionne, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai fait sur Freenet concernant le forum FMS, où je montre comment fonctionne Web of Trust. Et ensuite, une fois que vous avez installé ce plugin Web of Trust, vous pouvez mettre le plugin Freemail. Cependant, pour que Web of Trust fonctionne, eh bien là aussi, il faudra que vous soyez plusieurs sur le réseau, car vous devez obtenir, grâce à des CAPTCHA, un certain niveau de confiance pour pouvoir utiliser Freemail. Donc ici, là encore, je ne vais pas pouvoir utiliser Freemail, parce que je n'ai que 2 personnes. Ceci étant dit, vous allez voir que même sans Freemail, je vais pouvoir quand même envoyer un message et un fichier à Jacques. Allons maintenant dans les paramètres de base. Il est important, afin de savoir à qui vous allez envoyer votre message, que les nœuds du réseau soient nommés correctement. Donc là, vous allez changer le pseudonyme du nœud Freenet
pour mettre ici, comme l'a fait Paul, mettre Paul par exemple, node avec le numéro d'identification. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais le but du jeu, c'est que chacun puisse identifier l'autre sur le réseau afin de savoir à qui vous envoyez un message, bien évidemment. Et bien sûr, cela n'empêche pas d'utiliser des pseudonymes. Mais à partir du moment où vous savez à qui, on reprend toujours le même exemple, dans l'immeuble, vous allez envoyer un message. Donc, si on reprend l'exemple de Paul et de Jacques, il faut d'abord donc envoyer un fichier dans le cloud. Et donc, il faut utiliser téléverser un fichier ici et envoyer un fichier que vous avez sur votre ordinateur, en utilisant de préférence une clé aléatoire qui est sûre. Alors, je l'ai déjà fait à l'avance afin de gagner un peu de temps parce que sinon cette vidéo durerait bien trop longtemps. Donc, si je vais dans téléversement, vous voyez que j'ai déjà mis sur le réseau une image de lapin qui a donc été téléversée. Alors, ce que je vous conseille de faire également, c'est lors du téléversement de changer la priorité en urgent de façon à ce que le fichier soit très vite envoyé sur le réseau. Donc ici, j'ai un lien que je vais pouvoir copier. Donc, je vais dire copier l'adresse du lien. Et maintenant, comment faire pour envoyer donc à Jacques cette image? Alors, c'est très simple. Je vais dans le menu Amis et je regarde Connexion aux amis. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que je suis connecté à Jacques. Donc, je vais cliquer ici sur la coche en face et je vais cliquer sur Send Confidential Message. Vous voyez qu'ici, pas besoin de FreeMail. Je peux très bien envoyer un message à Jacques sans avoir besoin d'un quelconque plugin. C'est déjà intégré dans Freenet. Donc, je vais dire, voici une image de lapin. Voilà. Et je vais coller mon lien. Et voilà. Et je vais lui dire bonne journée. Et je vais envoyer ce message à Jacques. Ok, on retourne à notre page d'accueil. Et allons voir maintenant du côté de Jacques ce qu'il se passe. Bien, maintenant nous sommes sur l'ordinateur de Jacques. Et vous pouvez constater en bas à droite qu'il y a marqué message 1 mineur. Je vais cliquer dessus. Et regardez, j'ai le message de Paul. Voici une image de lapin avec le lien. Alors maintenant, comment Jacques va pouvoir récupérer cette image? Eh bien, tout simplement en faisant un copier-coller de ce lien. Donc, je copie. Je colle dans la barre d'adresse. Je valide. Et j'ai mon image de lapin. Et vous voyez qu'ici, sans Internet, Paul et Jacques ont réussi à faire exactement la même chose que ce qu'ils faisaient avant avec OneDrive, Yahoo, etc., etc. Leur image n'a pas fait des milliers de kilomètres, leur message n'a pas fait des milliers de kilomètres, il n'y a eu aucun intermédiaire entre deux, et donc ici, leurs données sont parfaitement confidentielles. Alors s'il y avait d'autres nœuds dans le réseau, cette image et ce message auraient pu effectivement traverser les différents nœuds, mais de façon chiffrée, c'est-à-dire que aucune autre personne dans les nœuds du réseau n'aurait pu intercepter ce message ou savoir ce qui était en train de se dire ou de se faire entre Paul et Jacques. Donc ici, non seulement vous avez un réseau extrêmement résilient, puisque non dépendant d'Internet, mais qui en plus va protéger vos données de tout espionnage. Également, vous pouvez constater que ici, j'ai réglé sur 15 le nombre maximum de personnes pouvant se connecter à mon nœud. C'est particulièrement intéressant de savoir combien de personnes ici sont connectées, car si vous savez que vous avez 10 amis avec lesquels vous avez échangé votre référence de nœud, eh bien, s'il y a 11 personnes connectées, vous savez qu'il y a un intrus. Donc cela vous permet également de surveiller le réseau par rapport à quelqu'un qui tenterait de s'y infiltrer pour espionner le réseau. Donc si vous avez donc 10 personnes que vous connaissez avec qui vous allez vous connecter, donnez toujours une petite marge d'à peu près 5 de plus sur le nombre de connexions, de façon à pouvoir détecter justement un éventuel intrus sur le réseau. Alors petit rappel également, pour pouvoir inviter des personnes à se connecter à votre nœud et inversement, eh bien vous allez simplement dans ici Amis, ajouter un ami, et en bas ici vous avez soit sous forme de fichier, soit en mode texte, les données du nœud. Voilà, et ça vous pouvez le donner donc à toutes les personnes
que vous autorisez à vous connecter à votre nœud. Et à leur tour, ils doivent eux aussi vous donner cette même clé. Ensuite, eh bien, il suffit simplement soit de copier-coller ces données ici, soit de récupérer le fichier référence, qu'il est possible de télécharger ici, ma référence de nœud, pour pouvoir donc connecter vos amis à vous-même. Ensuite, vous pouvez choisir le type de confiance, le mode de confiance que vous allez leur accorder. Bien sûr, si ce sont des gens que vous connaissez et qui sont vos voisins, forcément, si vous avez une très grande confiance en eux, vous pouvez bien sûr mettre en mode élevé. Vous pouvez aussi restreindre la propagation de votre nœud sur le réseau et dire si vous voulez simplement que ce soit uniquement vos amis qui peuvent se connecter ou alors que les amis des amis peuvent voir également votre nœud sur le réseau. De préférence, il est bon de restreindre à seulement les amis qui vous connaissent et faire ainsi simplement des petits groupes de 10 ou des petits groupes de 5 qui sont connectés entre eux. Bien maintenant, parlons un petit peu du matériel pour l'infrastructure du réseau. Alors, vous avez plusieurs possibilités à votre disposition, puisque Freenet arrivera très bien à s'accommoder d'à peu près toutes les configurations réseau que vous voulez. Donc, soit vous utilisez que des switches, et à ce moment-là, il faudra faire du câblage réseau Ethernet. Alors attention de ne pas dépasser une longueur de 10 mètres de câble, sinon vous allez perdre de la force du signal. Et donc, vous pouvez très bien câbler tout un immeuble avec des switches et des câbles Ethernet. La difficulté ici, c'est qu'il faut s'assurer que chaque machine qui se trouve sur le réseau ait une adresse IP unique, puisqu'ici, il n'y aura pas de routeur pour pouvoir, avec un DHCP, s'assurer que toutes les adresses sont uniques. Vous pouvez également, comme vous le voyez ici à l'image, utiliser un routeur Wi-Fi et propager du Wi-Fi à l'aide de répéteurs Wi-Fi qui permettent donc de booster le signal Wi-Fi pour aller un petit peu plus loin. C'est généralement ce qui est utilisé par exemple dans les hôtels. Donc ici ça vous évite le câblage et ça permet de propager donc tout le réseau dans tout un immeuble. Donc ici le DHCP s'assurera sur le routeur de distribuer une adresse IP unique à chaque personne sur le réseau. Seule faiblesse ici, c'est que de nouveau vous centralisez votre réseau sur un routeur, c'est-à-dire que si le routeur tombe en panne, plus personne ne peut communiquer avec les autres. Donc c'est un petit peu moins intéressant au niveau du matériel, puisque là on recentralise un petit peu sur un routeur. Mais ça a aussi un avantage, c'est qu'avec les répéteurs Wi-Fi, eh bien, rien ne vous empêche de pouvoir propager le réseau à un immeuble qui se trouve à côté. Alors attention cependant d'avoir un routeur capable d'encaisser beaucoup de personnes, car si vous commencez à mettre tout un quartier sur un routeur, il risque de souffrir un petit peu. Vous pouvez aussi très bien faire de l'hybride, c'est-à-dire moitié switch Ethernet avec du Wi-Fi, des répéteurs, etc., etc. Donc toutes les configurations sont possibles et Freenet s'adaptera très bien à toutes les configurations. Mais ici, nous n'avons parlé que de la résilience au niveau du réseau en lui-même, mais nous n'avons pas parlé de quelque chose de très important qui est l'énergie. Car tout ça est alimenté avec de l'électricité. Donc imaginez que également, par exemple dans une zone de conflit, toutes les centrales électriques sont coupées et donc il n'y a plus d'électricité. Peut-on encore avoir du réseau avec ce type de réseau mesh? Eh bien pourquoi pas? On peut très bien imaginer ici donc des batteries au lithium alimentées par des panneaux solaires. Chaque habitant donc de cet immeuble peut avoir un petit Raspberry Pi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Raspberry Pi, eh bien c'est un petit ordinateur qui n'est vraiment pas cher et qui consomme justement très peu d'électricité et sur lequel est installé Raspbian, qui est en fait une version de Linux qui est basée sur Debian et qui permet donc très bien de faire fonctionner Freenet sans problème. Et donc, vous pouvez très bien équiper toutes les personnes de cet immeuble avec ce genre de petits appareils sur lequel se trouve Freenet, combiner tout ça à du réseau, avec du répéteur, avec du routeur, avec du câble Ethernet, etc. Et ainsi, vous avez même un réseau mesh et un réseau darknet qui est totalement résilient et qui peut résister même à une coupure d'énergie électrique. Donc en conclusion, vous voyez qu'il n'est besoin que de quelques compétences en matière de réseau, quelques compétences en matière aussi d'électricité si vous voulez également être résilient face à une coupure d'énergie électrique, mais qu'avec les outils existants et présents aujourd'hui, il est totalement possible de faire un darknet de type mesh extrêmement difficile à surveiller, extrêmement difficile à faire tomber, car il faut faire tomber l'intégralité du réseau pour que les données disparaissent, donc extrêmement résistant à la censure,
Et donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit Internet souverain. Car vous savez qu'en ce moment, c'est très à la mode, les Internets souverains, on en entend pas mal parler, il y a beaucoup de pays qui travaillent là-dessus, des Internets souverains. Donc eh bien vous aussi, vous allez pouvoir faire votre Internet souverain, capable de résister à l'effondrement d'Internet, et capable de résister à l'effondrement également de l'énergie électrique. Voilà, j'espère que je vous ai donné de bonnes idées pour pouvoir bricoler pendant les vacances. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.